Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo récapitulative, mais petite vidéo assez profonde sur les femmes et sur les relations hommes-femmes. Et je vais aborder un sujet classique, un sujet qui paraît très simple mais qui en vérité est très profond, c'est le fait de dire aux femmes qu'elles sont belles et pourquoi il est fondamental de dire aux femmes qu'elles sont belles. Alors, vous avez bien vu qu'en général, toutes les femmes aiment qu'on leur fasse des compliments. Et même quand, par exemple, des youtubeuses comme Marion Séclin se vantent ou explique en tant que féministe sur ses vidéos qu'elle en a marre d'être abordée dans la rue, en vérité, c'est un appel pour dire « je suis abordée, je suis désirée, je suis vivante, je suis en vie, je ne suis pas morte et je continue à vivre car je génère le désir des hommes et dans leur regard, je vois que je peux survivre car je suis encore désirable, donc j'ai encore un rôle dans ce monde et je peux encore vivre par la protection des hommes. C'est très profondément ancré dans la femme. Donc, c'est vrai qu'il y a un côté pour les hommes qui, des fois, ne peuvent pas comprendre cela, car nous sommes des hommes, donc nous sommes fondamentalement différents et psychologiquement différents, bien qu'on veuille dire actuellement, c'est la tendance, que nous sommes tous pareils et qu'il n'y a que l'éducation qui change la façon de penser des petits garçons et des petites filles. Non, pas du tout. Nous avons des millions d'années d'évolution qui ont façonné notre psychologie, qui ont façonné notre cerveau et notre façon de voir et de concevoir le monde. Donc, on peut voir que la plupart des femmes parlent de ces sujets, et on entend souvent actuellement les femmes, c'est la mode, qui disent « j'en ai marre d'être abordée », comme Marion Séclin dans ses vidéos. C'est du harcèlement sexuel. Alors évidemment, il y a du harcèlement sexuel, ça existe, mais le fait que les femmes parlent souvent de ce sujet entre elles est souvent aussi une façon de dire « regarde, je suis abordée, oh, j'ai été emmerdée dans la rue ». Oui, j'ai été emmerdée dans la rue, c'est la preuve que je suis en vie et que je plais encore. Donc ça va beaucoup plus loin qu'on ne peut le penser. Je vais expliquer pourquoi plaire pour la femme était fondamental à sa survie. Donc c'est beaucoup plus profond que ça. Plaire pour une femme, ce n'est pas uniquement avoir le désir de plaire, ce n'est pas uniquement pour une femme avoir un désir sexuel de reproduction. C'est là où les hommes peuvent parfois ne pas comprendre la psychologie féminine. Un désir de plaire chez une femme est beaucoup plus profond qu'un désir sexuel. C'est surtout une façon de se rassurer et d'enlever pour elle ses angoisses de mort liées à sa situation de femme qui pendant des milliers, centaines de milliers, millions d'années, alors ça a changé bien sûr, était condamnée, si elle voulait survivre et vivre normalement et pouvoir se reproduire, il était condamné à plaire, et pas le fait de plaire aux hommes, donc d'être bien conformé, de répondre aux attentes des hommes de par son physique et de par son comportement. Elle pouvait survivre, être nourrie, alimentée et protégée, et ainsi pouvoir transmettre cette vie si précieuse en toute sérénité. Et ça passait par le fait de plaire, d'être belle, d'être attentionnée et d'offrir en échange de la protection de l'homme et de la nourriture que pouvait lui apporter l'homme. Il ne lui apportait pas forcément toute la nourriture, mais le surplus fondamental qui permettait à la femme de survivre, de faire croître en elle nos petits et de les allaiter et de les éduquer. Pendant ce temps-là, elle ne pouvait pas aller vaquer à ses occupations, ne pouvait pas les chasser, ne pouvait pas forcément aller au champ ou aller ailleurs. Donc elle avait besoin d'avoir un compagnon ou d'avoir un homme ou des hommes qui la nourrissaient. Et ça passait par la beauté, bien sûr. C'est ce qu'on peut voir dans le roman de Tolstoï que j'ai lu récemment, dans Résurrection, où une jeune femme condamnée à la déportation en Sibérie
est en train de penser dans sa tête et dit, oh, pourvu que je ne maigrisse pas trop pour pouvoir plaire et pour pouvoir là-bas me trouver pas un prisonnier avec qui je me mettrai en couple, me marierai, mais essayer de trouver un gardien ou quelqu'un de l'intendance pour pouvoir me prendre en protection et je serai sa femme, hein, et je pourrai survivre. Oui, la survie de la femme passait par son physique. Donc c'est pour ça, et c'est très 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 profond, c'est pour ça quand une femme a ce désir de plaire, et c'est mal compris par les hommes, ce n'est pas un désir uniquement de se reproduire, c'est aussi une façon de se rassurer et se dire je suis en vie, je peux encore être désirable, donc je peux encore être protégé, nourri, alimenté et pouvoir en fin de compte transmettre la vie, élever des petits en toute sérénité. Alors comment tout cela s'est passé? Car nos ancêtres étaient des ancêtres arboricoles qui ont acquis leur bipédie en forêt, car une bipédie balbutiante, comme je dis tout le temps, en savane, aurait été trop dangereuse, vu qu'il y a des gros prédateurs qui mangent de gros herbivores, donc ils auraient vite fini dans l'estomac de ces prédateurs, hein, il y a plusieurs millions d'années. Donc, quand nos ancêtres sont rentrés en savane bipèdes, avec une bipédie qui commençait à être efficace, ils étaient confrontés à un énorme problème, surtout pour les femmes, c'était le fait d'avoir les bébés dans les mains, dans les bras. Hein. Donc les mamans, avec leurs bébés dans les bras et non sur le dos, comme les femelles chimpanzés, qui sont, sans être la copie formelle de ce qu'étaient nos ancêtres de forêt, ont un mode de vie assez similaire. On voit qu'avec un bébé sur le dos, les femelles peuvent en forêt se nourrir et grimper très vite aux arbres avec le bébé qui s'accroche dans le dos et après le prendre sous le bras. Donc elles sont quand même relativement rapides, relativement actives avec ce bébé, morphologiquement, elles peuvent fuir facilement avec ce bébé sur le dos, alors que quand nous sommes en bipédie, il est beaucoup plus difficile de courir avec un petit dans les bras, l'énergie cinétique faisant que le petit devient un poids avec les chocs, les répétitions de la course de plus en plus rapides lors d'une fuite, par exemple pour un prédateur, il est très difficile de maintenir un petit dans les bras sans que ça nous échappe. Donc les femelles, nos ancêtres, hein, les femelles étaient obligées de rester près des arbres qui étaient près des points d'eau. Nous étions dans les savanes arborées, donc c'était des grandes plaines avec de l'herbe, hein, donc on pouvait difficilement se réfugier dans les arbres, il y en avait peu, donc on était obligé de trouver des arbres près des points d'eau, et les femelles restaient près de ces arbres et près de ces points d'eau avec les petits qu'elles nourrissaient, qu'elles allaitaient, petits à grosse tête, hein, qui restaient à cause de ce gros cerveau qui prenait l'énergie lors du développement intra-utérin, hein, qui prenait l'énergie que le corps ne pouvait pas avoir, et nos petits sortaient inachevés physiquement avec ce gros cerveau qui était l'arme principale des hommes et qui est devenu et qui reste encore l'arme principale des hommes pour maîtriser le monde, tout simplement. Hein, on a maîtrisé ce monde, pas par nos outils physiques pour être des griffes, des dents, mais par ces cerveaux qui nous permettaient d'externaliser tous nos outils en les créant, en les prenant du milieu, et grâce à notre vie sociale extrêmement complexe où il y avait division des tâches, qui était réalisée et possible grâce à ce cerveau énorme qui permettait une vie sociale extrêmement complexe, mais qui par ailleurs faisait c'était un petit à croissance avec un gros cerveau qui était incapable de se débrouiller tout seul pendant très longtemps. Donc les femelles avaient ces petits qui étaient gênants, elles ne pouvaient pas s'éloigner des arbres, elles restaient près des arbres, mais elles ne pouvaient pas facilement se nourrir, donc les hommes allaient chercher de la nourriture à l'extérieur, et à l'époque, on ne peut pas dire qu'ils avaient une attention particulière et un sentiment d'amour important, hein. L'amour, un sentiment d'attachement qui est né progressivement à cause de nos petits à croissance lente, hein. Ce besoin qu'ont les hommes de donner et d'aller vers les femmes et de rester avec et d'être attentionné avec les femmes, hein, c'est de l'amour, le temps qu'un petit soit autonome. Ce sont des sentiments qui se font, qui se créent, qui se conservent, car ils ont une fonction biologique. Bien sûr, l'amour n'est pas quelque chose qui n'est pas facile, qui n'est pas descriptible. L'amour, c'est ça, l'amour entre mes femmes. Après, il y a un autre amour, c'est le sacrifice. Je parlerai dans une autre vidéo du rôle de l'exemple, hein, du rôle des héros et du rôle du sacrifice,
qui est la deuxième forme d'amour, l'amour divin, mais qui a un rôle énorme pour le groupe, hein, pas pour le parti. Hein. Donc là, c'est l'amour entre hommes et femmes. Donc la femme dépendait de cet homme qui, lui, allait chercher en groupe, sans bébé dans les bras, hein, organisé. À la place d'un bébé, il pouvait prendre un bâton ou il pouvait prendre un caillou qu'il lançait. Hein. Donc les hommes partaient à la conquête du monde, ce monde qu'ils devaient maîtriser, pour aller rapporter la calorie, comme je dis tout le temps, l'énergie, à la femme qui, elle, en échange, lui offrait du sexe et de l'apaisement. Le sexe devenant pour l'homme la finalité de la quête. Hein. C'est l'histoire du marin qui part, hein, à la conquête du monde et qui veut rapporter à sa femme des bijoux pour la protéger, en fin de compte, de la calorie, pour pouvoir, en fin de compte, la nourrir et nourrir ses petits. Donc la femme restait à la maison et l'homme partait à la conquête du monde, rapporter en groupe, bien sûr, la calorie à la femme. Et la femme offrait en échange, dans un premier temps, du sexe, car l'homme n'avait pas cette notion de filiation très marquée, mais il avait cette notion d'être calmé. Hein. La nature a sélectionné les individus qui se calmaient par le sexe. Hein. Le sexe, après avoir affronté un monde dangereux, plein de prédateurs, on était des petits chasseurs. Donc l'homme revenait et se calmait et se déstressait grâce au sexe, et la femme offrait sexe contre nourriture. Quand je dis en rigolant, c'est le règne de la pute, de la salope, mais pour le bien de l'humanité, bien sûr, car la fonction de cette femme qui donne son sexe, qui donne sa sexualité en échange de nourriture, n'avait que pour fonction que de récupérer l'énergie de l'homme pour la redonner à nos petits. Donc c'est profondément altruiste, même si maladivement, des fois, les femmes ont besoin de récupérer toute l'énergie des hommes, de les siphonner. Elles le croient qu'elles le font pour elles et pour profiter des hommes, mais c'est profondément inscrit en elles. C'est en vérité pour redistribuer l'énergie aux petits, énergie qu'elle, dans un premier temps, donnait, hein, par le sein, par l'énergie même qu'elle puisait en elle. Hein, c'est très organique, une femme, elle nourrissait l'enfant de son corps, de sa propre substance, de ses propres glandes qui sécrétaient tout ce dont avait besoin le petit, que ce soit du liquide, que ce soit des minéraux, que ce soit des protéines, que ce soit des lipides. La femme le prenait d'elle-même et restituait à son enfant toute cette énergie qu'elle avait captée à l'homme par sa sexualité. Donc, échange sexe contre nourriture, c'est ce qui a fait l'humanité. Hein. Au début, on se partage des tâches que les féministes ne comprennent pas et que souvent les hommes ne comprennent pas aussi. Donc, il faut comprendre que pour la femme, le besoin de plaire n'est pas un besoin sexuel, c'est avant tout un besoin de survivre. Et si une femme ne plaisait pas aux hommes, donc n'était pas bien conformée, n'était pas belle, c'est-à-dire la beauté n'est pas du tout subjective, la beauté correspond à la bonne conformation de la femelle qui pourra facilement mettre au monde un enfant par sa conformation de bassin, sa conformation physique, et facilement nourrir cet enfant par un physique capable de produire assez d'énergie, donc un peu grasse, des mamelles formées et un taux d'estrogène, un taux hormonal conférant à cette femelle des particularités physiques qui prouvent qu'elle peut nourrir et accoucher, régénérer un enfant, le mettre au monde et le nourrir, hein, tout simplement. Donc la beauté correspond à la fonctionnalité de la génitrice et de la mère, hein, celle qui donne la vie et celle qui l'entretient dans les premiers temps. Donc c'est pour ça que pour la femme, plaire, donc montrer ses attributs féminins, montrer sa féminité, montrer ses longs cheveux soyeux qui n'ont pas encore les particularités des cheveux des vieux comme moi, un peu blancs. Hein, alors les femmes, donc montrer que la femme peut encore se reproduire, hein, montrer que la femme a des lèvres encore rouges, le rouge à lèvres qui montre qu'un taux d'estrogène élevé permet un taux d'estrogène élevé montrant que la femme est fertile, entraîne une certaine rétention d'eau qui gonfle les muqueuses et qui fait apparaître les muqueuses plus rouges sur les lèvres, mais bien sûr plus rouges aussi sur les organes génitaux qu'on peut voir chez les singes quand le taux d'estrogène est très élevé, quand elles sont en période d'oestrus qui montre que la femelle chez les singes
et reproductives. Mais chez les hommes, nous avons perdu ces périodes d'oestrus. Je vais l'expliquer dans cette vidéo qui va être relativement intéressante pour comprendre les relations homme-femme actuelles en regardant notre passé. Donc vous voyez, pour la femme, plaire, c'est bien plus profond que d'avoir un besoin sexuel. Ça allumer les hommes. Ça ne veut pas dire qu'elle veut baiser avec. Ça peut arriver, bien sûr, c'est normal. C'est dans la logique des choses, transmettre la vie avant de mourir. Mais chez une femme, ça va beaucoup plus loin. Plaire veut dire qu'elle reste en vie car elle est alimentée. Une femme qui ne plaît pas est une femme qui doit elle-même chercher la nourriture, qui n'est plus intégrée dans le groupe et qui doit, pour être intégrée dans le groupe, si elle ne peut plus plaire, donc ne peut plus être une bonne reproductrice, sera obligée de trouver une fonction qui est souvent plus dure à trouver pour une femme, car physiquement, elle est moins bâtie qu'un homme, puisqu'elle est bâtie sur l'économie, donc peu de muscles qui consomment beaucoup d'énergie, des muscles faibles, des muscles moins volumineux, mais un taux de gras plus important pour pouvoir justement ne pas prendre trop d'énergie pour en restituer au bébé. Si vous avez des gros muscles, vous consommez beaucoup comme un homme, mais un homme consomme beaucoup parce qu'il va à la quête de l'énergie. C'est un gros tank qui part dehors, chasser à la base, et après faire des récoltes, semer, récolter, ce qui demandait de la force physique. Alors en Afrique c'est un peu différent, je l'ai déjà expliqué dans des vidéos, mais l'homme avant était un chasseur et la femme s'occupait des petits. Donc l'homme avait un gros moteur, la femme devait être économique pour être nourrie par l'homme, pas d'une façon importante justement, dans l'économie, récupérer l'énergie de l'homme et la restituer à ses petits, dans un premier temps par l'assimilation qu'elle faisait elle-même, la nourriture qu'elle transformait en lait, et ensuite par le partage de la nourriture. C'est une très bonne gestionnaire. La femme est une gestionnaire, la femme est moins bonne en général dans la récupération d'énergie, dans la prédation et dans la conservation contre les prédateurs, les gens qui vous agressent, mais la femme est une très bonne gestionnaire car elle prend l'énergie que l'homme lui apporte et à ce moment-là, c'est la faire durer pour elle, son homme des fois et nos petits. Donc on voit deux mentalités différentes qui sont encore ancrées en nous, bien que le monde change. Bien sûr, on trouve de tout partout. Des femmes peuvent être à des postes d'hommes et des hommes à des postes de femmes. On voit beaucoup de métrosexuels maintenant et on voit beaucoup de femmes un peu viriles voulant remplacer les hommes, bien sûr. Mais bon, le temps, il faut laisser le temps au temps et le monde avance lentement. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc voilà. Alors maintenant je parle de tout ça, c'est très intéressant. Je dis pourquoi c'est fondamental de dire aux femmes qu'elles sont belles. Dites-leur qu'elles sont belles, les mecs, parce que ça les rassure. Ça leur permet de comprendre. Ça leur permet pas de comprendre, ça leur permet de se rassurer, d'éliminer ces angoisses de mort. Car une femme qui ne plaît pas était une femme qui était condamnée souvent à être moins bien alimentée, à dépérir et des fois à mourir. Il fallait qu'elle fasse partie du groupe, qu'elle plaise, qu'elle soit belle, pour montrer qu'elle était encore fertile. Alors il est évident qu'avec l'âge, elle faisait des alliances qui lui permettaient d'être utile et d'aider les autres mamans dans l'éducation des petits. C'est le rôle des grands-mères. Mais dans un premier temps, une femme disgracieuse, une femme qui ne plaisait pas, ne trouvait pas de mari, et ne trouvait pas être entretenue et avait une vie difficile et donc vivait moins longtemps et ne pouvait pas bien transmettre la vie, ce qui est fondamental, transmettre la vie, transmettre ses gènes, transmettre les qualités de nos ancêtres qui nous ont fait survivre jusqu'à là. Vous voyez, tout est lié. Alors pourquoi les femmes ont ce besoin permanent de plaire maintenant, alors que nous voyons chez les autres primates, nous sommes des primates, mais comme je dis, nous sommes des hommes, nous sommes des singes, mais nous sommes des hommes, les autres singes ne sont que des singes. Donc l'homme est un homme, l'homme est un singe, mais les autres singes ne sont que des singes. Donc pourquoi l'homme est le seul primate à ne pas avoir de période d'oestrus, c'est-à-dire que les femelles des autres singes et des autres mammifères, quand elles sont tout leur corps montre cette fécondité, cette période d'ovulation, et attire les hommes pour que les hommes puissent les féconder. C'est ainsi que chez les singes, beaucoup de singes ont des callosités fessières, les femelles qui gonflent en période d'oestrus, c'est-à-dire en période de fécondité, indiquant aux mâles, avec leurs grosses fesses toutes rouges, qu'elles sont aptes à avoir des petits. À ce moment-là, les mâles vont essayer de les féconder, c'est mettre le maximum de chance de son côté pour les femelles, pour, pendant cette période courte d'ovulation,
au cours des cycles, d'être fécondée et ainsi de pouvoir transmettre la vie. Donc elle met toutes les chances de son côté pour à ce moment-là être fécondée et elle attire un maximum de mâles. C'est comme je l'avais expliqué, c'est pour ça que nous, nos femmes continuent à crier. Hein. Nous entendons souvent les voisines hurler quand elles se font, défoncer par leur amant. Ces cris sont des réminiscences de comportements passés qui faisaient que quand nos femelles avaient des périodes d'oestrus marquées, c'est-à-dire la reproduction se faisait à une période donnée, quand la femelle indiquait que sa période de fécondité, les hommes étaient attirés que par les femelles à ce moment-là, hein, comme les chiens, vous voyez les chiens dans la rue, qui sont attirés quand les femelles sont en chaleur, donc quand il y a une émanation de phéromones montrant bien que les femelles sont en période d'ovulation, donc sont fécondables, donc la nature est économe, ne perd pas de temps, les mâles de chiens ou les mâles de chimpanzés ne perdent pas de temps à vouloir féconder des femelles hein, qui ne seraient pas en période d'oestrus, hein. Donc qui ne seraient pas fécondes, parce que ça ne servirait à rien, ça ferait perdre de l'énergie pour rien. Donc ça, l'homme a perdu ses périodes d'oestrus, pour quelle raison? Pour la seule raison que chez les chimpanzés, chez les chiens, hein, chez les singes en général, chez quasiment tous les mammifères, ce sont les femelles qui nourrissent les petits et qui s'occupent du nourrissage des petits par leur conformation. Hein, ils ne sont pas bipèdes, il n'y a pas ce partage des tâches. Le petit est nourri par la femelle et ce n'est pas l'homme qui prend en compte le nourrissage du petit. Hein. Alors, dans les loups chassent en meute, mais quand ils chassent en meute, souvent les femelles vont aussi à la chasse, les petits restent sur place, et ils ont leur grosse fourrure, mais en général, tout le monde prend part à la quête calorique, hein, et particulièrement chez nos primates, c'est essentiellement les femelles qui s'occupent de la quête calorique pour elles et leurs petits. Elles n'ont pas besoin des hommes, car le milieu forestier, on peut se réfugier dans les arbres, est un milieu peu dangereux. Nos ancêtres en savane ont été confrontés à un énorme problème qui était la vulnérabilité des femelles. Donc les femelles étaient obligées de rester près des arbres, près des points d'eau, hein, car nous sommes des animaux tropicaux. Hein, donc en savane c'est plus sec, donc on était obligé d'être près d'un arbre, on pouvait se réfugier dans les arbres, dans les branches, au cas où les prédateurs arrivaient, et on pouvait aller boire rapidement près du point d'eau. Et la femelle avec son petit était vulnérable, donc les hommes avec des bâtons en groupe étaient dangereux, les femelles étaient vulnérables. Donc, les mâles nourrissaient les femelles, mais s'ils les nourrissaient qu'en période d'oestrus, les femelles auraient dépéri et il n'y aurait plus eu d'espèces humaines et on serait mort. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque des Australopithèques et même un peu avant, eh ben, les femelles, progressivement, il y a eu une sélection qui s'est opérée chez les groupes où les femelles n'avaient pas de période d'oestrus marquée, c'est-à-dire qu'elles n'indiquaient pas leur période de fertilité. Donc les mâles, dans le doute, avaient envie de baiser en permanence. Et puis, dans le doute, pour que l'espèce se reproduise, on pouvait que baiser en permanence pour que, au hasard des coups qu'on donnait, eh ben, on pouvait transmettre notre petite graine et féconder la femelle. Mais ça avait un avantage énorme, c'est que le fait d'échanger sexe contre nourriture permettait à la femelle d'être nourrie en permanence. Donc, les femmes, et là, c'est là où j'ai dépassé le questionnement de Jarrod Diamond, qui est prix Nobel, hein, qui a été nobelé, qui était encore en train de s'interroger sur ça, et j'ai répondu à cette question. C'est dommage, je mérite un prix Nobel aussi. Bah, si vous connaissez les nobelisateurs, n'oubliez pas de parler de moi, car ça fait pas mal de réponses que je donne au questionnement de l'humanité, hein, sur les bases. Donc, ce qui fait notre humanité propre, hein, ce qui fait l'homme. Hein. Donc nos femelles ont perdu leur période d'oestrus pour pouvoir être alimentées en permanence, car elles étaient vulnérables à cause de cette bipédie qui les rendait incapables de s'éloigner des arbres par les lois physiques, hein, l'inertie, l'énergie cinétique accumulée dans des petits qui étaient incapables de se débrouiller tout seuls et qui étaient un poids. Donc on restait près des arbres, on montait, on ne s'éloignait pas trop pour pas être victime des prédateurs. Donc il fallait être nourri. Donc à ce moment-là, sélection sur les individus qui ne marquaient plus leur période d'oestrus, les femelles. Donc les mâles rapportaient le plus souvent de la nourriture aux femelles, ceux qui survivaient, ceux qui transmettaient leurs gènes. C'était les mâles qui avaient un besoin affectif de rencontrer les femelles et de se calmer en les baisant, en échangeant des cadeaux aux femelles. Et les femelles échangeaient du sexe contre de la calorie, hein, qui leur permettait de survivre, elles et nos petits. Donc disparition des périodes
d'oestrus, pour avoir une sexualité permanente, pour être nourri. La sexualité féminine est une sexualité qui est fondamentalement liée à l'apport calorique et au cadeau. Hein, alors ça paraît primitif, mais bon, la femme, la prostitution est le plus vieux métier du monde et est essentiellement un métier féminin. Hein. C'est échange, sexe contre nature, car l'homme a besoin pour se reproduire d'aller vers la femme, mais même il a un besoin encore plus profond que ça. Il a besoin de se calmer, c'est de se désangoisser en baisant, bien sûr, puisque c'est après un orgasme, l'homme s'endort, l'homme est calmé, l'homme a son système nerveux qui se relaxe, et c'est fait justement pour nourrir la femelle. Ce besoin de femelle, ce besoin de sexe est fondamental à l'homme, et chez la femelle, c'est moins le besoin de sexe qui est fondamental, plus que le besoin de plaire, car par le fait de plaire, la femelle enlève ses angoisses de mort et peut être nourrie. Et ça perdure dans nos civilisations où la femme a besoin qu'on lui dise qu'elle est belle, a besoin d'être rassurée sur sa beauté en permanence, car elle porte en elle la mémoire génétique de nos ancêtres. Et cette mémoire génétique est une mémoire dans laquelle le fait de plaire, le besoin de plaire, le sentiment de plaire encore est un sentiment qui vous calme et qui vous rassure sur votre potentialité à survivre. Si vous plaisez, vous allez vivre, vous allez survivre et vous allez rester en vie, donc, hein, par les calories que votre beauté vous ramène, hein, par le fait d'être intégré dans cette société nourrie et protégée par les hommes. Donc c'est pour ça que plaire chez les femmes est souvent mal compris chez les hommes. Ils pensent que elles veulent plaire pour avoir du sexe, comme nous. On a besoin d'aller vers les femmes pour le sexe, hein, parce qu'en réalité, ça nous calme. On est programmé pour être calmé par une bonne éjaculation à l'intérieur d'une femme, hein, alors qu'une femme est calmée par le fait d'être désirée par les hommes. Voilà. Ce qui ne veut pas dire par le fait d'être prise par les hommes. Elle, ça va être par la calorie que lui donnera les hommes. Donc le cadeau. Donc c'est pour ça que la valeur du cadeau chez une femme est fondamentale. Et c'est pour ça que la femme a besoin tout le temps de se mettre en valeur, hein, de se montrer sa beauté. Donc c'est pour ça qu'elle parle en tête. C'est pour ça que moi je répète encore, Marion Séclin fait toute une vidéo sur je ne veux pas, j'en ai marre d'être abordée. En vérité, c'est un appel au secours. C'est nous avons besoin, nous les femmes, d'être abordées pour être rassurées. Évidemment, nous n'avons pas besoin d'avoir la main au cul et d'être agressées dans la rue par des goujats et des racailles qui n'ont pas compris la finalité de la chose. Mais à la base, c'est un appel au secours. Nous avons besoin de plaire car nous sommes angoissés si nous ne plaisons pas. C'est pour ça que toute la vie féminine est basée sur le fait de plaire. Regardez les femmes avec la mode, avec ses habits, elles passent leur temps chez le coiffeur, hein, elles passent leur temps à faire leurs ongles, hein, aller dans les magasins. Alors c'est très à la mode là, chez comment on appelle ça, les magasins pour faire les ongles, je ne sais même plus comment ça se passe. Elles passent leur temps à se mettre en valeur, elles passent leur temps à acheter des crèmes, acheter des produits de beauté, acheter du rouge à lèvres, à se regarder dans la glace, regarder comme une femme se regarde dans la glace, en se regardant dans la glace, en regardant sa beauté. Elle n'est pas narcissique. Pour elle, c'est comme si elle prenait un antidépresseur, c'est comme si elle prenait un anxiolytique. À chaque fois qu'elle se regarde dans la glace et qu'elle se dit « je suis belle », elle se dit « je suis en vie, je ne vais pas mourir », tout simplement. Elle a en elle ces angoisses qu'avaient nos ancêtres qui devaient leur survie à leur beauté, au fait qu'elles étaient, comme je dis, sexuellement bien conformées et qu'elles pouvaient donc avoir sur elles les attributs de la fertilité, hein, la femme fertile, la femme pouvant donner la vie et pouvant nourrir nos petits. Donc c'est pour ça que les femmes ont ce besoin intense de plaire. Elles passent des heures dans les glaces, elles n'arrêtent pas de parler entre elles de l'homme qui les a abordées. Alors elles parlent souvent, nous on va dire qu'on a rencontré une fille, elle était super, elle a un cul comme ça, elle est comme ci, elle est comme ça, hein. Alors que la femme va dire qu'elle a rencontré un avocat ou un médecin. En fin de compte, elle va montrer qu'elle a rencontré une puissance économique, une puissance calorique qui va permettre de la faire survivre, car la survie de la femme était liée au cadeau.
Voilà, c'est pour ça qu'il est très important de faire des cadeaux même symboliques aux femmes, hein, ces cadeaux symboliques symbolisant l'énergie, hein, symbolisant la calorie qu'on leur donnait, qui leur permettait de survivre. Donc c'est pour ça que le bouquet de fleurs, si stupide, hein, pour un homme pragmatique, il pourrait dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bouquet de fleurs? Ce sont des plantes qui vont mourir. Offrir un bouquet de fleurs n'a aucune utilité, ça n'est pas fondamental à la survie de la femme. Non, le bouquet de fleurs montre à la femme, par ce sacrifice calorique inutile, dans des végétaux qui vont mourir dans un peu de flotte, mais non, ça montre à la femme qu'elle est encore belle, qu'elle est encore désirable et qu'elle peut rester en vie, tout simplement. Donc on sacrifie de la calorie dans un bouquet de fleurs, pas sacrifier de la calorie concentrée en pièces, en argent, qu'on donnera aux vendeurs de fleurs, tout simplement pour montrer à la femme qu'on est capable de sacrifier de la calorie pour elle, inutile, hein, mais c'est-à-dire qu'on en a en réserve, et ça rassure la femme sur notre capacité, un, de pouvoir la nourrir, deux, sur sa capacité à plaire et encore être nourrie et survivre. Donc le cadeau est fondamental. Donc il faut faire des cadeaux, même petits, même pas chers. La petite rose achetée au Pakistanais dans le métro, fera toujours un plaisir immense à la femme, car elle agira sur elle comme un anxiolytique profond, violent, qui lui enlèvera ses angoisses de mort, héritées des millions d'années d'évolution. Donc voilà, comprenez vous les hommes, qu'il faut dire aux femmes qu'elles sont belles, qu'il faut leur faire des compliments, qu'il faut des fois les aborder, mais avec politesse dans la rue, hein, contrairement à ce que dit Marion Séclin, hein. Il faut les aborder avec politesse en leur disant qu'elles sont belles. Forcez-vous des fois, même si vous ne voulez pas, allez avec, dites-leur, ça fera tout le temps quelque chose de positif, hein. Montrez aux femmes qu'elles sont belles, ça les calme et ça leur fait passer une bonne soirée, elles dormiront bien. Donc voilà, faites des cadeaux, offrez-leur des petits bouquets de fleurs quand c'est vos amis, hein, un petit chocolat, dites-leur qu'elles sont désirables, n'hésitez pas à leur faire des compliments, hein, même si votre femme grossit, même si votre femme, vous avez du mal à la supporter, ben, par amour de l'homme, de l'humanité, n'hésitez pas à lui dire qu'elle est belle, n'hésitez pas à lui dire que vous l'aimez, que vous la trouvez sympathique, qu'elle est importante pour vous, hein. N'hésitez pas à faire des compliments aux femmes, car c'est fondamental pour les calmer. Comme nous, le sexe est fondamental pour nous calmer, car nous avons été sélectionnés pour justement avoir la récompense sexuelle que l'on offrait en échange de calories à la femme, après avoir affronté le monde où nous reportions de la nourriture, de la calorie pour nous-mêmes et pour nos femelles, qui étaient vulnérables par leur bipédie. Bipédie qui rendait nos femelles vulnérables, mais qui permettait à l'homme d'être un prédateur puissant en remplaçant le bébé dans les bras par un bâton avec lequel, ou une pierre qu'on pouvait lancer, ou un bâton avec lequel on pouvait frapper nos prédateurs. Donc voilà, voilà un peu l'histoire de l'humanité, voilà pourquoi il est important de dire aux femmes qu'on les aime, voilà pourquoi comprendre le monde permet de pardonner et de comprendre ce que nous pensons être des défauts. Car allumer les hommes, vouloir plaire en permanence, si ça a été conservé au cours du temps, c'est que ça avait une valeur fondamentale pour la survie de l'humanité. Voilà, c'était Fred Delavier, paix sur terre, j'espère que j'ai tout dit. Voilà, voilà, c'est à peu près tout. Prochaine vidéo, je ferai une vidéo sur la valeur de l'exemple, sur la valeur des héros dans l'humanité. Ben oui, il n'y a pas de héros chez les singes, il n'y a pas de héros chez les loups, hein. Et je ferai une vidéo sur la valeur des héros, sur la valeur de l'exemple pour l'humanité, et j'aborderai dedans des personnages qui me sont chers, hein, en dehors des héros mythiques de la mythologie grecque. D'ailleurs, je parlerai de Mohamed, hein, comme je le répète, je me fais attaquer pour ça, qui est un exemple pour moi, ou Jésus, qui est un exemple suprême de sacrifice aussi. Voilà, Mohamed est un exemple de vie d'homme, Jésus est l'exemple du sacrifice suprême pour le groupe. Voilà, donc je parlerai des exemples et du côté fondamental des exemples pour la survie de l'humanité. Allez, à bientôt, paix sur terre, en espérant que cette vidéo vous aura ouvert l'esprit et vous permettra de pardonner aux hommes et de vous pardonner à vous-même et de comprendre que vos défauts sont parfois des qualités. À bientôt!